on te prend 70% de ce que tu gagnes pour le redistribuer aux gens et qu'il y a une partie qui n'est pas redistribuée, qui est perdue, on ne sait pas où. On vit encore au temps de Louis XIV, quoi. On est en ex-URSS. Okay. Je dis, ok, moi je veux 3 biens comme ça qui vont me rapporter 2000 balles par mois et je vais pouvoir me payer des putes en Ukraine et vivre de mes rentes. Bon les gars, grâce à Leroy, vous allez faire 2000 euros par mois. 0 euros d'apport. Ça okay. C'est... Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on aimerait répondre à une question que vous vous posez tous et qu'Antoine se pose également. Oui, beaucoup. Quoi négocier avec une banque dans le cadre d'un prêt immobilier? Déjà, moi j'étais même pas au courant qu'on pouvait négocier des choses avec la banque. Ah bon? Pourquoi? Bah moi j'avais l'impression... que la banque c'est ton père? Non, plus du côté la banque a ses règles. Soit tu corresponds aux critères, soit c'est tout. Soit oui ou non, tu vois. T'as pas de possibilité de négociation. Donc j'avais bien conscience qu'en fonction de ton patrimoine, de l'argent, forcément, on t'ouvre plus ou moins les portes. Ça, je le savais. Mais je pensais pas qu'on pouvait négocier une durée de crédit, machin. Enfin, je n'avais absolument pas... Bah, c'est-à-dire que tu peux négocier... Oui. Parce qu'en fait, la négociation, ici, étant donné que nous, on vit dans un pays communiste, c'est bien... on est... Quoi? Ah, mais... Tu le dis à chaque fois. Mais parce que c'est vrai. Moi, je m'intéresse pas à tout ça. Mais aussi, dans un pays. Après, on vit dans un pays. À partir du moment où on te prend 70% de ce que tu gagnes pour le redistribuer aux gens et qu'il y a une partie qui n'est pas redistribuée, qui est perdue, on ne sait pas où. On vit encore au temps de Louis XIV, quoi. On est en ex-URSS. Okay. Bon, vu qu'on est en train de vivre les derniers moments de l'ex-URSS, la question à se poser, c'est... quoi négocier, mais en quoi négocier, c'est un problème. Parce que c'est-à-dire que ici, justement, dans le communisme, comme je disais, négocier, c'est mal. C'est, ou alors c'est on veut profiter de la banque, arnaquer la banque ou machin. Tu vois, non, négocier, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, on va réussir à trouver des conditions qui vont satisfaire au mieux les parties. Parce que c'est ça, en fait, une négociation. C'est-à-dire que dans négocier, c'est pas je tire la couverture à moi. C'est quelqu'un vient, me propose quelque chose, la banque me propose des conditions, et moi je lui dis, tiens, cette condition-là, elle m'intéresse. Celle-là, elle m'intéresse. Ah, celle-ci, moins. Par contre, moi j'aimerais bien ça. Ah, ben oui, ça, on peut vous proposer. Mais par contre, on voudrait que vous preniez ça aussi. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu arrives à établir un contrat qui va correspondre avec ce que tu attends et ce que la banque est prête également à proposer. Et donc, en fait, en réalité, négocier, c'est bien. Tu vois, négocier, c'est pas « Ah, ok, ça, c'est ce qu'on va te dire dans des formations à 2 francs 6 sous. Ok, tu vas voir la banque, tu négocies un prêt sur 25 ans avec 125% de trucs, un différé de 3 ans et qu'ils financent tes travaux, tes frais de notaire, du coup, 125%, tes meubles pour ta colocation, etc. » Bon, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça va marcher une fois, ça va marcher peut-être 2 fois, mais dans le vrai monde, donc dans le monde des adultes dans lequel nous on vit, ça ne marche pas tout le temps. C'est pas possible. Ça peut marcher une fois, tu vois, 2 fois peut-être même. Mais à un moment, tu vas devenir simplement une personne qui présente trop de risques pour la banque ou pour ton organisme prêteur. Et donc, c'est pas ça qu'on veut négocier. Nous, on veut négocier des vraies choses. Et pour moi, j'essaie d'en classer finalement 5 qui me semblaient assez intéressantes. Et la première, c'est effectivement la durée du crédit. C'est-à-dire que la durée du crédit, tu peux la négocier à la hausse ou à la baisse. Et donc, quand on dit négocier, la banque va te proposer, ok, par rapport au produit que vous voulez, moi, je peux vous proposer ça comme durée de crédit. Eh bien, tu peux voir s'il est possible de la modifier à la hausse, à la baisse, en fonction de tes projets. Ça, pour moi, c'est déjà une des premières choses. Et quels sont les avantages de négocier une durée de crédit? Qu'est-ce que toi, tu peux en tirer? Oui, excellente question. Eh bien, le fait de négocier, par exemple, une durée de crédit plus longue, ça va te permettre d'avoir des mensualités qui seront plus faibles dans le cadre d'un investissement immobilier. Et ça peut être la chose qui, par exemple, te permettra d'arriver à un cash flow positif. Forcément.
D'accord ? Par contre, tu pourrais également négocier quelque chose de plus court si tu as une volonté d'aller amortir plus rapidement. La vente. Oui, mais ou alors tout simplement, tu as envie de plus vite rembourser ton bien et tu as peut-être envie d'avoir moins d'intérêt sur ton crédit. Tu vois, en règle générale, les investisseurs ont tendance à négocier une durée plus longue. Tu vois, mais ça peut aussi faire sens de pouvoir négocier une durée plus courte. Moi ici, j'ai un crédit où justement, je suis en train de négocier pour réduire la durée du crédit. Alors, mais après, je pense que c'est possible parce qu'au-delà de par tes investissements immobiliers précédents, la banque a confiance en toi. Oui. Parce qu'ils ont un risque, eux, de se dire, ok, tu prends pas 20 ans pour me rembourser, tu me rembourses en 15 ans. Parce que c'est plus cher, peut-être tu pourras pas rembourser. Mais si avant ça, toi, ton statut est clair, net et précis et que toutes tes opérations fonctionnaient, ils ont peut-être plus raison de te... Oui, c'est parce que je ne suis pas une personne qui fait 2000 € de cash flow net avec un bien à 125% avec 0 € d'apport de financement et sans travail. Je suis une personne sérieuse. Est-ce qu'il y a des critères... Donc là, on parle juste de la durée du crédit. Est-ce que par rapport à ça, il y a des critères à respecter pour pouvoir négocier une durée de crédit ? Oui, alors je ne suis pas banquier, je suis client. Donc moi, je peux te dire en tant que client, ce que je sais, c'est que on va regarder, mais c'est un autre élément justement dont on parlera après, mais c'est que tu as la capacité de remboursement si tu es une société, et si tu es un privé, on va regarder ton taux d'endettement. Est-ce que par rapport à ton taux d'endettement, ça reste cohérent par rapport à ton reste à vivre, etc. Est-ce que c'est cohérent de faire comme cela ? Mais prenons le cas où tu as un bien que tu as acheté, ça fait, admettons, 5 ans, tu as indexé tes loyers tous les ans, d'accord ? Et donc, aujourd'hui, tu étais en cash flow, parce que tu peux réussir à faire du cash flow positif de 400-500 € par mois sur de la location classique, mais peut-être après 4-5 ans, parce que justement, tu vas indexer tes loyers, et par contre, ton crédit, lui, il bouge pas. Ça, voilà, par contre, tout de suite, 2000, on arrête. Hein. Légalement, tu peux indexer quand tu veux ? Tous les ans, comment ça se passe ? Ça dépend en fait des conditions qui sont négociées dans ton bail. En principe, tu peux indexer de façon annuelle à l'anniversaire du bail, en fonction également du PEB, parce qu'en fonction de la prestation énergétique de ton bien, tu peux ou pas. Là, il y a eu une période où ça avait été frisé, notamment pendant le Covid, vu qu'on est en pays communiste. Et donc, tu peux indexer de façon annuelle. D'accord ? Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que, après, moi, j'ai encore jamais indexé jusqu'à présent un loyer. Donc là, je te parle en théorie, parce que je te dis, je parle que de ce que je connais. Mais si tu indexes pendant 5 ans, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas peut-être te retrouver en cash flow de 500 € positif par mois. Tu me suis ? Parce que tu remboursais déjà ton crédit avec la... voilà, et tu as augmenté ton loyer. Augmenté le loyer. Et peut-être que là, ça fait sens pour toi de te dire, ouais, ok, moi, en fait, j'ai pas envie d'avoir 200, 300, 400, 500 € par mois dans ma poche. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux le bien le plus vite possible. Voilà. Et là, tu peux aller réduire peut-être, je négocier. Gagne plus, donc écoutez, est-ce que je peux payer un peu plus par mois et réduire parce que tu es un bon père de famille qui investit en bon père de famille et qui a la volonté de rembourser plus vite son crédit. Et pas parce que tu te dis, ok, moi je veux 3 biens comme ça qui vont me rapporter 2000 balles par mois et je vais pouvoir me payer des putes en Ukraine et vivre de mes rentes. Tu te dis, ok, moi je préfère faire autrement. Et puis au final, ça rejoint ce que tu as dit, les deux tirent la couverture vers eux. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que moi, on me donne un crédit. On la partage, la couverture. Ouais, mais voilà, ça veut dire que la banque va accepter parce que lui, certes, il va me rembourser plus vite, mais je gagne plus d'argent tous les mois. Et toi, à côté de ça, tu rembourses ton crédit plus vite, donc tout le monde est gagnant. Voilà, donc tu vois, ça c'est quelque chose que tu peux effectivement... Donc, négocier éventuellement la durée de ton crédit. Ouais. Et c'est toujours plus facile, à mon sens, de négocier pour réduire le crédit que pour allonger le crédit. Ok, oui, je peux comprendre. À mon sens. C'est possible aussi ? Ça pourrait être possible ? J'en sais rien parce que j'ai jamais négocié qu'on rallonge mon crédit. Ok, ça va. Tu vois, voilà. je parle que de si jamais quelqu'un l'a fait. Je parle que de ce que je connais parce que, voilà, tu as des gens qui vendent des formations dans l'immobilier pour gagner de l'argent, pour investir après dans l'immobilier, et après, ils achètent une légitimité. Moi, déjà, je ne vends pas de formation pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on vendra des choses, mais je ne vends pas de formation. Et 2, je le fais vraiment. Donc, je parle que de ce que je connais. 2, le type de crédit. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde connaît le crédit classique. À savoir, tous les mois, je rembourse la même somme. Okay ? Sauf qu'en fait, il y a différents types de crédits. Et ça fait pas. Voilà.
Et ça, tu peux le voir avec ton conseiller bancaire. Quel est le type de crédit qui est le plus adéquat par rapport à ma situation? Parce que de base, la banque va te proposer le crédit classique. C'est logique. Mais pourquoi ils n'ont pas cette volonté de te proposer un crédit qui t'arrange mieux, tu vois? Est-ce que ça serait pas moralement plus acceptable de se dire, voilà, moi je vais... Non, c'est pas tellement une question de morale, c'est plus une question de... Parce que pourquoi te proposer un crédit qui... Si je te le donne, c'est que tu peux te le permettre de l'avoir et de le rembourser, ce crédit. Mais si moi, sous la poche, j'en ai un qui te correspondrait encore mieux, pourquoi pas te le proposer tout de suite? Parce qu'on fait pas toujours... Enfin, je pense qu'un banquier fait pas non plus toujours l'anamnèse de toute ta situation. Après, si tu en as un excellent... Banquier? Ouais, ce qui est mon cas. Mhm. À ce moment-là, il va peut-être de lui-même te dire ça tiens, existe. Ça peut peut-être être intéressant par rapport à ta situation, on pourra en parler. Mais dans la plupart des cas, tu sais bien, dans un pays communiste, les gens sont médiocres. Oui. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on n'a pas besoin, mais bien sûr. Parce qu'on n'a pas besoin d'être bon dans un pays communiste. Non. Et donc, comme les gens sont médiocres, diplôme, les banquiers n'échappent pas à la règle, même si j'ai rien contre les banquiers. Mais donc, il y a aussi beaucoup de banquiers qui sont probablement médiocres, comme dans toutes les professions. Et donc, à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas tous la volonté, les connaissances, etc., pour pouvoir te proposer toutes les alternatives qui peuvent exister, tu vois. Mais donc, effectivement, tu vois, ça peut être quelque chose aussi qui est intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples de types de crédits différents qui pourraient être... J'en ai que... Je peux t'en donner deux, parce que je parle, encore une fois, que de ce que je connais. Donc, tu as le crédit classique, avec une mensualité constante, et puis tu as le crédit à capital constant. Donc, ça veut dire, tous les mois, tu rembourses la même quantité de capital, et on pourra mettre une incrustation sur l'écran. Et par contre, tes intérêts vont diminuer. En fait, ta mensualité, globalement, elle va diminuer dans le temps. Pourquoi ? Donc, tous les mois, concrètement, avec le temps, tu payes un peu moins cher. Tu payes de moins en moins cher. Okay. Parce que tu rembourses toujours la même quantité. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple simple. Si tu as un crédit de... Il faudrait vraiment faire les calculs. Non, mais je pas un crédit, tu dois rembourser 9 € par mois, admettons. Ok, je vais te donner un exemple. Tu as un crédit, on va dire, de 270 000 €. Ok. Ce crédit-là, il est sur 15 ans. D'accord ? Je pense que les chiffres que je te donne sont bons. Le crédit est sur 15 ans. Eh bien, tous les mois, admettons, tu dois rembourser 2000 et quelques. D'accord ? Tu vas rembourser tout le temps. Mais en fait, au début, tu vas rembourser beaucoup d'intérêts. Tu as certainement déjà entendu ça. Et après, plus tu vas avancer, plus tu vas rembourser du capital. Donc au début, l'intérêt, tu rembourses ce que eux t'ont prêté. Ouais, mais je sais pas exactement l'argent qu'ils se font sur ce que t'ont prêté. Après, c'est normal qu'ils gagnent de l'argent, mais tu rembourses beaucoup d'intérêts. Par contre, dans un capital constant, c'est par exemple sur 15 ans, il faudrait faire le calcul exact, mais tu vas rembourser tous les mois 1005 de capital. Donc au début, ta dette, elle est à 270, puis elle est à 268 500, puis elle est à 266 500. Le pourcentage d'intérêt par rapport à la somme globale, forcément, il diminue. Exactement, tu vois. Okay. Et donc, tu vas payer de moins en moins d'intérêts. Et donc, au début, admettons ta première mensualité, tu vas peut-être payer 2005, et à la fin de ton crédit, ta dernière mensualité, elle sera peut-être 2005. Et au fur et à mesure du temps, ça va diminuer. Mais souvent, les gens ne font pas ça. Pourquoi ? Parce que les gens s'endettent au max. Et donc, ils ne sont pas capables de payer plus cher. Parce qu'au début, tu payes plus cher. C'est ce que j'allais dire. Par rapport à un crédit normal, forcément, tu rembourses par mois plus cher au début, pendant un certain temps. C'est ça. Ok. Dans quelle situation ça peut être intéressant, du coup, de faire ce genre de crédit ? À partir du moment où tu as investi dans l'immobilier, pas dans le but de te taper des putes en Ukraine, de devenir libre et de voyager 12 mois sur l'année, tu vois. Parce que si ce qui t'intéresse, c'est le cash flow, pour justement faire ce qu'on vient de dire il y a 2 secondes, à ce moment-là, c'est pas intéressant. Mais si toi, ce qui t'intéresse, c'est le patrimoine, ça peut être intéressant. Oui. Tu comprends ? Parce que tu vas payer moins d'intérêts, ok, et tu vas rembourser plus vite. Et éventuellement, si à un moment donné, tu veux mettre ton bien en garantie pour un autre bien, mais tu vas plus vite pouvoir le mettre en garantie, étant donné que plus vite tu as remboursé une partie. Après, dans le cas d'une location, admettons, je fais ce crédit-là. Donc, au début, j'ai plus de chances d'être en cash flow négatif. Ouais. Mais à terme, le cash flow va devenir... si tu suis certaines formations... Ouais, là, je suis sûr avec que, nous, en plus avec 2 € je deviens millionnaire. Avec nous, tu risques d'être en cash flow négatif. Okay. Mais à terme, le but c'est de devenir, tu
termine forcément en cash flow positif. Potentiellement, si on prend le cas. Mais je veux dire, peut-être que le fait, admettons, d'être en cash flow négatif pendant 2 ans ne te pose pas de problème. Si toi, pendant 2 ans, tu dois payer, admettons, 200 € de ta poche, mais que le collatéral de ça, c'est que ton bien, il se rembourse beaucoup, enfin, ta dette, elle diminue beaucoup plus vite, eh bien, c'est intéressant. Et c'est pour ça que ça dépend toujours de tes projets. Tu vois, parce que si toi, dans tes projets, c'est plus intéressant de réduire ta dette, à ce moment-là, fais-le comme ça. Si par contre, dans tes projets, ce qui est plus intéressant, c'est de dégager du cash flow, ou alors tu n'as pas la capacité de payer plus, etc. Crédit classique. Voilà. Après, il y a d'autres trucs. Il y a aussi, tu vois, des formules. Ça, je connais pas très bien. On m'a déjà proposé ça, mais personnellement, ça m'intéressait pas. Mais tu as des formules comme, par exemple, le prêt crescendo. Alors, crescendo, c'est quoi ? C'est plus le temps va passer, plus tu vas payer. Ok. Donc, c'est-à-dire, au début, admettons, tu payes 600 € par mois. Puis après 5 ans, tu vas passer à 900. Puis après 10 ans, tu passeras à 1002. Tu vois, ça va augmenter au fur et à mesure du temps. J'arrive pas à comprendre dans quel contexte ça peut être intéressant. Parce ça peut être intéressant pour les gens qui font du cash flow, par exemple. Tu vois, si tu fais du cash flow, eh bien, si on prend un exemple où ton locataire, il peut te payer 900 € par mois. Tu n'arrives pas à rentrer dans les conditions pour avoir un bien qui, avec un crédit plus ou moins classique, une formule classique, etc., soit rentable. D'accord ? Eh bien, tu vas te dire, OK, je vais par exemple faire un crédit crescendo pour qu'au début, je rembourse que 600 et donc je dégage 300. Après 5 ans, mon loyer, il aura été indexé et donc mon crédit va augmenter. Mais comme mon loyer va être indexé, je vais quand même être à l'équilibre, voire en positif et ainsi de suite, tu vois. Mais il y a forcément un moment où tu es en négatif. Si tu payes de plus en plus à chaque année. Ouais, après, il faut voir dans quelle mesure tu payes plus, tu comprends ce que je veux dire. Mais ça peut te permettre de dégager du cash flow positif au début. Après, je trouve qu'en termes de sérénité, c'est pas ouf, les deux. C'est-à-dire qu'autant savoir que tu payes tous les mois pendant X années la même somme et que toi, derrière, tu dois essayer de calculer pour tous les mois gagner une somme plus importante que ton crédit, tu vois. Et une fois que c'est fait, tu sais que ça bouge plus. Plutôt que se dire, bon là, pendant 1 an, je paye autant, mais dans 1 an, je dois trouver le moyen de. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tout dépend de ta gestion. Voilà, ça dépend de ton rapport au risque. Après, je pense qu'il y a d'autres prêts qu'on appelle les prêts en France on appelle ça prêt in fine, en Belgique je pense on appelle ça bullette, et là c'est pendant une période tu rembourses que des intérêts. Tu m'en avais parlé une fois. Alors ça c'est possible évidemment du coup alors de faire du cash flow de 600 €, mais parce que tu vois ça dépend toujours de ce qu'on passe. Parce que oui, moi je peux te dire Antoine, demain tu fais 600 € de cash flow, quoi qu'il a, enfin même en fait tu peux même faire 1005 à ce moment-là, parce que là je suis en train de réfléchir tout en faisant l'épisode, je me dis oui. Prenons l'exemple. Je trouve un bien, je le mets en colocation. Ouais, donc la base. Tu vois. Quoi, ils sont combien ? Ils sont 4, ils sont 2, ils sont 4. Ils sont 4, c'est le max. Tu vois. Donc 4, 8, 12, 16. Je fais 1600. Ok. Et j'ai un prêt in fine. Et donc, au début, je pense, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais pendant 20 ans, je vais rembourser que 400 € par mois. Parce que je rembourse que des intérêts. Forcément, ton cash flow, il explose. Mon cash flow, il explose. Mais je ne paye pas mon bien. Et à la 20e année, je dois solder le crédit en une fois. Ah ouais. Ah oui. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé quand Antoine a changé de tête. Ça avait l'air intéressant sur le papier. Je me suis dit, putain, je travaille pour rien. Il y a des possibilités. En fait, non, pas du tout. Non. Ah oui. Classique. mais c'est possible. Et ça peut être intéressant. Ça, c'est intéressant si tu as le capital pour à la fin le payer en une fois. Non, pas si tu as le capital. C'est si tu auras le capital à ce moment-là. Ok. Exemple, tu as un plan d'épargne pension ou tu investis sur un compte titre. Prenons ton exemple. Toi, admettons, tu investis sur un compte titre. Tu sais que tous les mois, tu mets tel argent sur un compte titre. D'accord ? Tu sais que dans 20 ans, tu auras... on va dire 200 000 balles. 200 000 € qui tombent. Tu as acheté un bien, tu as fait un genre de crédit in fine. Tu rembourses que les intérêts. Tu rembourses que les intérêts. 50 000 sur 250 000. Tous les mois, tu te fais environ 1000 et quelques de revenus, tu vois, en y passant un petit peu de temps pour la colocation, mais voilà. Et dans 20 ans, au moment où tu touches ton capital, tu soldes ton bien. Ok. Ouais, je vois le... Et là, pendant les 20 ans, tu auras dégagé peut-être 1002 tous les mois. Maintenant, ça peut marcher. Enfin, ça marche, tu vois. Mais... ça reste quand même un peu plus... tout dépend... plus risqué, tu vois. Tout dépend qui tu es, ce que tu veux faire et quelles sont tes attentes. Moi, perso, ça m'intéresse pas, tu vois.
Parce qu'on n'a jamais vu personne qui est devenu riche avec des crédits comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que si on n'est même pas au courant que ça existe, c'est parce que c'est peut-être pas super employé et que c'est pas forcément... Non, mais vraiment, incroyable. Et là, le bon courtier, parce que j'en connais un, avec qui j'ai travaillé une fois, qui est un bon courtier selon moi, dans le sens où cette personne, elle va te proposer justement un éventail de solutions possibles. Tu vois. Et ça, c'est intéressant, si tu as un courtier comme ça. Parce qu'en général, les banques ne proposent pas ça à ma connaissance. Tu vois. Il va te proposer un éventail de solutions. Maintenant, l'investisseur avisé, c'est celui qui va prendre la bonne solution par rapport à sa situation et qui va finalement décider de lui-même. Mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, tu vois, de travailler de cette façon-là. Maintenant, ça ne permet pas de cumuler les opérations. Parce que la banque, à quelle heure elle va te reprêter encore alors que tu n'as pas remboursé un euro. Tu comprends ce que je veux dire? Et qu'elle sait que tu ne vas pas rembourser, à part dans 20 ans. Et alors, tu as des gens, tiens-toi bien, ils font ça. Peut-être que là, je suis en train de révéler un secret de formation. Qui coûte 2000 euros? Peut-être. Okay. Bon, allez, attention, instant où je révèle un secret de formation, peut-être qui vaut, je sais pas, 1500 euros d'information. Tu peux faire un prêt in fine, comme ça, où tu dégages un cash flow tous les mois. On va dire, tu mets de la coloc, hop, 1006, tu rembourses 400, tu tires 1002, et dans 20 ans, tu vends le bien. Attends. Ah ben oui, tu le vends. Et donc, tu soldes. Ouais, mais attends, parce que moi, j'ai un cerveau qui... Dès qu'il y a des chiffres, j'ai un cerveau qui fonctionne plus lentement. Tous les mois, je rembourse très peu, parce que c'est le prêt. Tu rembourses 400, mais c'est ton locataire qui te paye, finalement. Mais à la fin, j'ai tout le capital à payer. Bah, tu dois, mettons, payer 200 000 en 200 000, une fois. Tu vois. Il me reste 200 000 à payer. J'ai payé que 50 000 euros sur mes 250 000 d'intérêts. Non, t'as payé 0 euros parce que tu payes que des intérêts dans le vent. Ah ouais, donc tu payes, ok. Tu rembourses rien. Tu payes l'argent que la banque t'a passé et sur lequel ils prennent de l'argent eux. Tu payes ça. Mais à la fin, comment je peux le vendre si je ne l'ai pas payé? Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est comme les gens qui vendent un bien alors qu'ils n'ont pas fini de le payer. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Mais tu le vends à quelqu'un qui va te l'acheter, on va dire 300 000 euros, et toi tu te fais 100 000 euros. En fait, c'est comme s'il rachetait ton crédit. Non, il t'achète un bien qui n'est pas fini d'être payé, ça se fait. Il y a plein de gens qui vendent leur maison alors qu'ils n'ont pas fini de la payer. Okay. Ouais, mais là, c'est intéressant. Là, c'est peut-être intéressant. Là, c'est quand même intéressant. Secret de formation. Ok. Bon, les gars, grâce à Leroy, vous allez faire 2 euros par mois. 0 euros d'apport. Ça, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois certain, que soit tu saches solder ton crédit. Toi, t'es sûr de le vendre. Bah, soit que ton bien, tu puisses le vendre. Mais ça, pour moi, c'est un... Comment dire? Allez, c'est un peu un pari, quoi. Mais non, mais déjà, c'est pas de l'investissement. Parce que de l'investissement, c'est quand même, tu mets de l'argent sur la table et tu rembourses. C'est pas de l'investissement, ça. C'est la magouille. Non, mais c'est je travaille avec les possibilités bancaires dans l'immobilier, mais c'est pas de l'investissement. Ce n'est pas faudra qu'on mette en dessous la définition de investissement. C'est pas de l'investissement, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Maintenant, encore une fois, peut-être que ça va te condamner après lorsque tu voudras acheter d'autres biens. Mais c'est tout en parlant, de par mon expérience, de par les choses que j'ai déjà vécues, etc., que je pense finalement à cette alternative qui pourrait tout à fait se présenter. Maintenant, j'ai appris ça nulle part, j'ai jamais entendu. Peut-être que ce que je dis n'a pas de sens, mais ça me semble très cohérent. Donc en 1, tu négocies la durée du crédit. Ouais. En 2, tu négocies le crédit en lui-même. Ouais. En 3, l'apport. L'apport. Tu peux négocier l'apport. Ah oui. Comment? Parce qu'au final, l'information. Parce qu'au final, au final, c'est peut-être le plus... Enfin, moi, je me mets dans... Parce que tu sais très bien que l'apport, c'est un problème pour moi, parce que c'est de l'argent pour se en immobilier. C'est ça le plus compliqué, je trouve. Une fois que tu achètes une formation où on te dit comment faire avec 0 euros. C'est vrai que je suis bête, je fais des podcasts et en fait, il y a des solutions beaucoup plus simples. Mais sinon, l'apport, c'est aller voir l'organisme prêteur et lui demander, OK... quel est l'apport que vous me demandez par rapport à telle situation et quelles alternatives on peut trouver pour modifier cet apport s'il ne te convient pas. Et selon toi, quelles alternatives sont possibles? Pas toutes, mais je veux dire, je vais voir mon banquier, je vais dire, écoute, voilà, l'apport, vous me demandez autant, j'aimerais bien négocier. Non, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Non, mais je veux dire, comment on fait dans la négociation pour que lui, il y gagne et toi aussi? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voir ce qui pourrait être mis d'autre que de l'apport.
Ah, par exemple, une maison en gage. Par exemple, mais il peut y avoir d'autres choses, tu vois. La femme. Non, mais il peut y avoir d'autres choses. Est-ce que si la valeur de mon bien après travaux, elle vaut autant, est-ce que ça pourrait me permettre, parce que j'arrive à créer pas mal de plus-value parce que je l'ai déjà prouvé par le passé, est-ce que ça peut me permettre du coup de mettre un apport qui sera plus réduit dans l'opération? Est-ce que je peux mettre un bien en garantie? Est-ce que je peux mettre une assurance groupe en garantie? Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place et de regarder. En France, on appelle ça une assurance vie, je crois. Mettre une assurance vie en garantie. Il faut essayer de voir qu'est-ce que tu peux utiliser pour ne pas mettre trop de cash dans l'opération si tu te sens pas à l'aise. Après, attention, si tu mets moins de cash, ton crédit aussi te coûte moins. Il faut quand même garder ça en tête. Donc, au final, la première chose à faire, c'est déjà de demander. Ah bah oui. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a Parce que possibilité d'avoir... la règle, en tout cas, ici, c'est 20% d'apport plus droit d'enregistrement. Ça, c'est la règle quand tu veux investir. 20% droit d'enregistrement et 20 ans de crédit. Ça, c'est la règle. Okay. Après, il faut voir par rapport à ça, qu'est-ce que la banque pourrait demander d'autre ou à la place de certaines de ces choses-là pour arriver à quelque chose qui convient à tout le monde. Mais, encore une fois, il faut toujours rester réaliste. Moi, mon banquier, je sais très bien que si je vais le voir demain et je lui dis fais-moi un crédit, s'il te plaît, à 125% pour acheter je sais pas quoi, il va se moquer de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Il va me dire, Leroy, tu t'es perdu. Et tu vois, mais encore une fois, ça se fait, mais alors c'est plus de l'investissement, tu vois. Donc, mais il y a des possibilités, et voir, moi j'ai déjà eu des opérations où j'ai à peine mis les frais de notaire, d'autres où j'ai mis 5%, 10%, 30%. Tu vois, ça va vraiment dépendre du deal dans lequel tu es et de ce que tu peux demander qui est envisageable avec ton banquier. Donc ça, c'est avoir une discussion. Est-ce qu'au final, l'apport que tu négocies, c'est pas intéressant de le négocier soit pour ton premier bien, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu veux te lancer, ou par la suite, quand tu en as déjà plusieurs, tu vois. Sinon, à part ça, il n'y a pas forcément de réel intérêt. Si tu as la possibilité de mettre l'apport qu'il te demande au départ, tu n'as pas trop d'intérêt à négocier. Si, parce que si tu veux garder un peu de cash, exemple, tu vas voir ton banquier, tu dis ok, moi je voudrais garder du cash, parce que le fait de garder du cash, ça va me permettre de pouvoir pallier à certains problèmes qui pourraient arriver dans ma location. Parce que je suis une personne qui est bon. Non, une fois que tout est fini, moi je suis un bon père de famille, j'ai, on va dire, 40 000 euros sur mon compte, j'ai pas envie de me retrouver avec 0 euros, 0 centimes, et donc j'aimerais avoir gardé une partie, on va dire 10 000, et ne mettre que 30 000 dans l'opération. C'est intéressant, oui. Et pourquoi pas? Parce que moi, tu vois, c'est bien que tu me dis ça, parce qu'une des peurs que j'avais, ou que j'ai encore, tu vois, je me dis, bon, je me lance dans l'immobilier, je vais mettre mon apport de base, donc je mets tout, j'ai toutes mes économies, tu vois. Mais si derrière j'ai une galère de la vie, j'ai plus d'argent sur le côté pour pouvoir... C'est pour ça que ça se discute. Si maintenant toutes tes économies, c'est 5 000 euros, tu vas rien mettre de toute façon parce que tu n'auras pas de crédit. Mais, sauf peut-être un crédit à 125 dans certaines conditions, etc. Mais je veux dire, si maintenant, oui, tu as 40, 50 000, 30 000 euros, tu peux toujours essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour garder quand même du cash disponible. Parce que le banquier, c'est quelqu'un, l'organisme prêteur, c'est quelqu'un dont l'objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses rembourser et de prendre finalement le moins de risques possible. Ouais, donc je comprends. Donc si c'est moins risqué pour lui dans son analyse... De baisser le taux. Non, que tu gardes 10 000 euros de côté... l'apport au début pour te laisser au cas où. Il n'y a pas de raison pour autant qu'après sa direction, etc., accepte qu'ils te disent non. Après, je pense que la raison pour laquelle tu lui demandes, elle est importante aussi. Exactement. Si tu présentes les choses comme ça, comme un bon père de famille, je pense qu'il va se dire, ok, le mec a calculé, il est raisonnable, tu vois. Si tu dis, bah non, moi j'aimerais garder 10 000 euros, on sait jamais, c'est tout, tu vois. Ça passe tout de suite un petit peu moins bien. Et c'est pour ça que ton comportement... Il faut 10 000 euros pour aller en vacances, quoi, tu vois. Ça, après, on va passer au point suivant, mais ça, on en a parlé dans d'autres épisodes. Ça dépend aussi de ton comportement. C'était un mec qui joue à des jeux de hasard. Ouais, voilà. Point 4, les assurances. Négocier les assurances. Potentiellement, ouais. Donc, il y en a donc plusieurs. Oui, et voir, quelles sont les assurances que la banque voudrait que tu prennes. Est-il possible d'en prendre certaines en plus? Donc, ça voudrait dire, voilà, moi, je prends un crédit chez vous, j'ai une assurance voiture qui est chez eux.
Moi, je m'engage à prendre mon assurance auto chez vous, en plus du prêt. Qu'est-ce que j'y gagne, quoi, en gros? Par exemple, Ok. par exemple. Ou des assurances en moins. C'est vraiment de regarder sur cet aspect-là, qu'est-ce que tu peux éventuellement apporter à la banque, tu vois. Ok. Ça, c'est un point qui vaut le coup quand même de réfléchir. Ouais, puis en plus, tu peux peut-être tomber sur une assurance que tu paieras encore moins cher que l'assurance que tu payes déjà ailleurs, quoi. Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Ok. Et alors, le dernier point, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est dans le cadre où tu investis en privé, ça va être de négocier, même si tu peux pas vraiment tellement le négocier avec ton banquier, mais voilà, de faire comprendre que, par exemple, tu as un taux d'endettement qui est supérieur au taux d'endettement normal, Mhm. et de faire accepter ton dossier malgré ça. Ok. Pourquoi? Parce que la règle de base, c'est tes charges, globalement, au niveau de ton... comment on appelle ça? De ta charge de crédit, elle ne doit pas dépasser 35% de tes revenus. Peut-être que tu peux te retrouver dans une situation où tu es à ou 30%, je pense que c'est 30% même. Mais tu peux peut-être te retrouver dans une situation où tu es à 40%. Ben, l'idée, c'est de voir, ok, est-ce que c'est possible de négocier, d'aller plus loin que la règle normale qui est de 30%? Parce que ton dossier, il est bon, il tient la route, etc. Oui, tu c'est vois. pas parce que, selon nos estimations, il faut être dans cette tranche que je la dépasse, que ça veut dire que je rembourse pas mon crédit. Si derrière Voilà. tu gères tes finances et que. Voilà. Ok. Et ça, parce que tu vois, certaines personnes vont être bloquées directement parce qu'elles ont lu sur Internet que ton taux d'endettement max, c'est 30%. Ouais, je gagne 1700 euros par mois, je peux pas faire d'investissement. Après, voilà, si tu gagnes 1700 euros par mois, que tu veux investir, tu vas certainement pas investir beaucoup au début. Il faudra Mhm. commencer par investir petit. Mais je veux dire, imaginons, tu gagnes 3-4 000 euros, tu as déjà un crédit pour ta maison. Mais certaines personnes se disent, ah mais mince, j'ai un crédit pour la maison, donc je peux plus investir parce que je suis déjà à mon taux d'endettement qui est de 30-35%. Alors que, justement, c'est à voir, c'est aller rencontrer son conseiller, de négocier cet aspect, et peut-être qu'il va dire, bah oui, ok, par rapport à votre profil, par rapport au projet que vous présentez, même si vous allez à 40%, 42%, votre dossier, il pourrait a priori passer, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire des investissements, tout simplement parce qu'ils ont entendu tantine Jacqueline qui a dit à un repas de famille que elle avait entendu ça sur BFM TV, tu vois, En 1982. Ouais. en 82 si tu veux. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les Ok. 5 choses sur lesquelles on peut travailler. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez d'ailleurs à des éléments supplémentaires, des points qu'on n'aurait pas soulignés Mhm. et qui pourraient être négociés selon vous. Antoine, est-ce que tu as des questions supplémentaires? Moi, j'ai une question parce que tu parles de résidence principale. Ouais. Est-ce que selon toi, dans un projet d'investissement locatif qui est futur, le fait d'avoir déjà un crédit pour ta maison principale peut être un frein? En gros, là, j'ai acheté une maison. J'achète une maison, je la rembourse, je la fais. Enfin, j'ai des amis dans cette situation. Ok, ils feront la maison eux-mêmes parce qu'ils bricolent, etc. C'est très bien fait. Mais ils pensent aussi. Maintenant, voilà, j'ai investi dans ma maison, mais j'aimerais bien investir dans la location. Est-ce que le fait que là, j'ai un crédit sur ma maison, c'est un gros frein pour toi, pour la suite? Excellente question. Est-ce que tu penses qu'on pourrait, dans un autre podcast, en parler de faut-il acheter ou pas sa résidence Ouais, je pense qu'il y a principale? quand même matière à dire dessus, donc on peut réserver pour ça. Ok, Ça va? super. Allez. Merci, à la prochaine.